Bon, la question de la démocratie dans les pays, à certains égards, enfin considérés, disons, comme musulmans dans la mesure où la population musulmane est majoritaire, et donc on voyait bien que entre les deux grands aspects de la démocratie, disons tels qu'on la conçoit dans les pays occidentaux, il y avait un de ces deux aspects qui paraissait tout à fait prendre racine sans difficulté, et que, au contraire, un autre aspect de la démocratie paraissait avoir bien du mal à prendre racine. L'aspect de la démocratie qui paraissait très bien prendre racine, c'était l'idée que le pouvoir doit être au service du peuple, et donc on doit rejeter, que le peuple est prêt à rejeter un pouvoir tyrannique et corrompu, et donc que le pouvoir doit agir pour le bien du peuple, et que par ailleurs, disons, le peuple encore a tout à fait sa place, et que c'est au fond le rôle du peuple que de décider ses dirigeants. On a vu en Égypte, par exemple, ce qui a un épisode qui a beaucoup surpris, disons, les Occidentaux, c'est au moment de la déchéance de Morsi et des frères musulmans, l'affirmation qui était donnée, mais c'est le peuple est souverain, et donc c'est le peuple, si le peuple veut changer de dirigeant, c'est le rôle du peuple que de vouloir changer de dirigeant. Mais que par contre, un autre aspect, disons, un autre aspect de la démocratie telle que nous la concevons en Occident, qui est relatif non plus, disons, au pouvoir du peuple encore, mais au droit de chaque individu, en lui-même, à penser librement, à affirmer librement son point de vue, tout ce qui est relatif aux droits de l'homme, à la liberté de la presse, etc., paraissait au contraire faire tout à fait problème. Alors, vous savez probablement aussi que après qu'il y ait eu une déclaration dite universelle des droits de l'homme qui a été émise, disons, dans les années 40, les pays musulmans se sont accordés pour faire ce qu'on a appelé une déclaration islamique des droits de l'homme, considérant que la déclaration dite universelle était en fait une expression du monde occidental et qui convenait de faire une déclaration différente. Et donc on voit que cette déclaration diffère significativement de la déclaration dite universelle sur ces questions, disons, des libertés individuelles. Alors, donc, la question, si je suis parti, c'est, au fond, comment se fait-il que des pays qui sont si différents par leur histoire, il y a eu des pays colonisés, il y a des pays colonisateurs, la Turquie était un pays très largement colonisateur, il y a des pays qui ont eu des histoires extrêmement différentes, dans lesquelles des mouvements sociaux, politiques, etc., extrêmement différents. Comment se fait-il qu'ils se retrouvent pour avoir des orientations communes autour de ces questions des libertés individuelles et ces questions touchant au droit, finalement, de chacun à penser ce qu'il pense lui-même et autour de cette difficulté que l'on a autour du débat, autour de la pluralité, autour de donc, la liberté de penser, la liberté de la presse, etc. La question qui se pose, quand on est face à l'évidence, face à des preuves incontestables, au fond, il n'y a que deux attitudes logiquement possibles. Ou on accepte l'évidence, on accepte que 2 et 2 font 4, on ne discute pas, ou alors on refuse l'évidence, mais si on refuse l'évidence, c'est que nécessairement on est de mauvaise foi et on est animé d'attitudes hostiles, voire d'attitudes perverses. Alors si on se tourne maintenant vers quelque chose au fond qui est souvent, disons, célébré dans le monde de l'islam,
qui était, disons, la philosophie islamique, et qu'elle s'est développée, disons, au cours des premiers siècles de l'Égypte jusque vers le XIIe siècle. Et qui a été, au fond, la rencontre du monde de l'islam avec le monde grec, et qui a été marquée par deux visions assez différentes dans lesquelles le débat avait une place importante. Et on voit qu'une sélection a été faite dans la philosophie islamique, a été faite au sein de la philosophie grecque. Donc, ce qui a été extrêmement bien reçu, c'est ce qui tourne autour de l'illumination. Le fait que l'esprit humain a une capacité à être illuminé par quelque chose, disons, qui le dépasse, et donc avec toute une série de grands développements conceptuels autour de l'intelligence, au fond de l'intelligence active, qui est le fait qui est appelé de manière différente selon les auteurs, mais qui va donc illuminer, dans lequel l'individu, l'homme, les humains, sont une sorte de réceptacle de cette illumination. Et donc dans lequel, alors avec cela, disons du point de vue de la philosophie politique, font un attachement à la vision platonicienne, disons, de la philosophie politique, font la vision du roi philosophe, la vision platonicienne du roi philosophe, qui, parce qu'il est éclairé, va être capable de conduire la cité à être tout à fait bien reçue, alors qu'au contraire, la vision plus aristotélicienne, valorisant l'activité, l'intelligence de l'homme ordinaire, qui, bien qu'il ne soit pas spécialement doué, pas spécialement illuminé, va, à travers le débat avec d'autres, arriver à quelque chose qui sera pas parfait, mais néanmoins la moins mauvaise approximation de ce qu'il est possible, n'a été au contraire pas du tout reçu par la philosophie islamique, et en particulier l'ouvrage Les politiques d'Aristote, qui met en avant, disons, cette vertu, disons, du débat, n'a pas été traduit en arabe. Donc, les livres, par exemple, dans lesquels sont ces débats entre savants, ne doivent pas circuler, ne doivent pas être mis, disons, entre les mains du public. Et donc, poursuivant dans cet univers, les divers aspects de cet univers, si on se tourne maintenant vers le droit islamique, on va retrouver la même logique, la même logique. Et cette logique, au fond, est la suivante, et de dire, bien sûr, les enseignements juridiques du Coran sont assez limités. Le Coran est un texte qui ne rentre pas dans le détail des prescriptions concernant la vie quotidienne, qui dit par ailleurs que, à défaut de ce que dit le Coran, les hadiths, donc relatifs à la fois à la vie et aux enseignements du prophète hors Coran, donc sont une source fiable, que également ce qu'ont dit les grands anciens, l'activité des grands anciens est quelque chose qui est également fiable, mais que, comme tout ça ne suffit pas à définir ce qui est sûr, ce qui va servir de référence, ça va être l'unanimité de la communauté. Donc, qui est la grande référence, et c'est dans la mesure où la communauté est unanime, en l'occurrence la communauté des savants est unanime, qu'on peut être certain que l'on a accès à quelque chose sur lequel il n'y a pas de doute. Et on retrouve ce grand souci d'arriver à quelque chose de certain. On comprend en liaison avec cela, c'est que dans la mystique occidentale, Maître Eckhart, par exemple, était influencé par les penseurs, disons, de l'islam, parce qu'au fond, la mystique occidentale est aussi, disons, dans ce rapport à la connaissance, qui est une connaissance illuminative, et dans lequel, finalement, il y a un héritage que l'on peut avoir. Il y a des travaux sur, l'influence d'Avicenne, par exemple, sur Maître Eckhart, mais que, par contre,
quand il s'agit non pas de l'illumination, de la mystique, mais qu'il s'agit vraiment de la politique au sens de l'organisation de la cité et du rôle du débat dans l'organisation de la cité, on est, disons, dans un autre monde et qui a beaucoup de mal à se raccorder, disons, avec le monde de l'islam. On revient sur la déclaration islamique des droits de l'homme et l'affirmation selon laquelle donc on ne doit pas inciter les musulmans doivent être protégés contre l'incitation à changer de religion. Au fond, on est dans une vision dans laquelle les musulmans ont reçu la vérité. Et vous savez probablement que dans l'islam, on considère que les prophètes précédents, qu'il s'agisse de Moïse, de Joseph ou de Jésus, qui sont les trois qui sont le plus nommés, eux-mêmes avaient reçu la vérité, que leur enseignement authentique était un enseignement qui était analogue à l'enseignement du Coran, mais que les Juifs et les chrétiens ont falsifié leurs écritures, et que c'est parce que les Juifs et les chrétiens ont falsifié leurs écritures que les écritures juives et chrétiennes sont différentes du Coran. Et donc, dans cette perspective, au fond, un musulman qui irait du côté des Juifs et du côté des chrétiens, ce serait abandonner les vraies écritures pour se tourner vers des écritures falsifiées. Et que du coup, on comprend de la même façon, vous savez probablement qu'il y a dans l'islam contemporain occidental toute une série de gens qui sont des réformateurs. Par exemple, j'ai entendu parler de Mohamed Harpoun, qui récemment, qui a essayé de tracer des ponts entre le monde de l'islam et le monde occidental. Harpoun était un universitaire, professeur d'université, et vous avez des gens comme, Malek Chebel, Medeb, Rachid Bazine, etc., qui sont donc musulmans et qui travaillent à faire des ponts avec le monde occidental. Et au fond, leurs sentiments, tels qu'ils l'expriment, sont tous des gens qui écrivent, des universitaires qui écrivent, c'est que du coup, ils sont rejetés par leur communauté. Alors, avec celui qui est probablement, le plus, le moins rejeté, en tout cas, c'est l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, mais qui est quand même très prudent. Disons, lui, il se centre sur la question de l'application, disons, de la loi islamique, et il prêche qu'il ne faut pas prendre de manière fondamentaliste la loi islamique, et en particulier sur la question du voile islamique. Il a pris position sur le fait que il n'est pas du tout nécessaire, dans l'islam de porter le voile islamique en Occident. Et il a été vertement, disons, critiqué par d'autres éléments dans l'islam. Alors, ici, question, que va-t-il se passer, disons, de ce côté-là? Autre piste, disons, d'évolution, qui est évoquée à propos de l'Égypte, dans lequel, un point important que je n'ai pas développé, que je crois qui est très important à prendre en compte, c'est les effets de la modernité sur l'islam. Parce que beaucoup de gens pensent à dire, voilà, avec la modernité, au contraire, l'islam va évoluer dans un sens plus favorable au débat, à la confrontation, aux droits de l'homme, etc. Or, en fait, la modernité a une influence tout à fait contraire sur l'islam. Pourquoi? Parce que, disons, au cours des siècles, s'étaient développées dans la diversité des pays musulmans des formes d'islam extrêmement différentes et souvent assez syncrétiques. Par exemple, en Indonésie, l'islam indonésien était assez largement un syncrétisme d'islam et d'hindouisme. Aussi bizarre que puisse paraître une union entre deux choses aussi différentes que l'islam et l'hindouisme. De même,
disons, en Afrique noire, au Mali par exemple, on avait des syncrétismes entre l'islam et l'animisme propre à ces pays, ou même dans des pays comme l'Afrique du Nord, il y avait aussi des traditions animistes qui avaient survécu à l'intérieur de l'islam. Et donc, que l'ensemble de ces phénomènes a entraîné à une sorte de radicalisation, disons, de l'islam, qu'on a vu par exemple à l'œuvre quand, je crois, au Mali ou en Somalie, etc., la destruction des tombeaux des saints musulmans, considérés comme étant relevant de la superstition, relevant, et ne relevant pas de l'islam authentique. Alors, donc, par rapport à ce mouvement-là, il y a actuellement, semble-t-il, dans certains pays, en Égypte en particulier, des contre-mouvements en disant qu'il y a lieu en Égypte au rejet des frères musulmans, et dans laquelle, en disant, mais non, nous, notre islam, l'islam égyptien, c'est pas l'islam des frères musulmans, c'est pas l'islam wahhabite, c'est pas l'islam d'Arabie Saoudite, nous, on tient à l'islam de nos pères, et l'islam de nos pères est plus ouvert, on peut nommer l'islam wahhabite. Et une égyptienne qui travaille, disons, participe à mes recherches, me disait, pas plus tard qu'hier, que maintenant, au Caire, les femmes qui se promènent en burqa se font agresser par la population parce qu'elles sont considérées comme étant justement relevant de ce mouvement radical dont les Égyptiens ont tendance à s'écarter. Donc là, aussi, on a une perspective, disons, d'évolution. Et puis, également, la question de la sécularisation de ces sociétés, dans lesquelles, en Iran, parmi les mouvements, disons, de la société iranienne, un des mouvements est que les effets de la République islamique a été, semble-t-il, de favoriser une sorte de sécularisation à l'intérieur de la société. Les observateurs de l'Iran disent que vous pouvez aller en Iran dans une mosquée à l'heure de la prière du vendredi, elle est vide. Et donc les Iraniens, et ce qui entraîne du reste un certain nombre de religieux iraniens, de dire qu'il faut surtout que l'islam ne se mêle plus de politique, parce qu'à se mêler trop de politique, il est en train de se déconsidérer, et donc laissons la société civile se gérer elle-même, et du coup laissons une démocratie fonctionner en nous retirant, disons, dans le monde de la religion. Alors, donc, vous voyez, à travers tout ça, il me semble que l'avenir est probablement, disons, très, très ouvert, mais qu'en même temps, l'avenir est ouvert, mais que la réconciliation, si l'on peut dire, disons, du monde musulman avec ce qui relève donc du pluralisme, de la liberté de penser, des droits de l'homme tels qu'ils sont conçus, en tout cas en Occident, de la liberté de religion, de la liberté de conscience, etc., disons, suppose quand même de re-réfléchir dans ce monde sur le statut à donner à l'évidence, à la certitude, et au statut à donner au doute qui affecte toutes les connaissances humaines, et peut-être, me semble-t-il, ce sera ma conclusion, de revenir sur cette impression de certitude liée à l'idée d'unanimité, au fond, ce lien si fort entre unanimité et certitude, qui peut avoir effectivement psychologiquement un effet très, très, très sécurisant. Enfin, j'imagine que ça doit être formidable de se dire qu'on est sûr parce qu'on pense tous pareil, mais qui en même temps est disons, quelque chose qui peut être un peu paralysant quand il s'agit de progresser, de gérer les problèmes du monde, et ça paraît être quand même des grandes vertus de la démocratie, disons, pluraliste,
qui est de permettre, à travers des débats qui certes sont toujours loin d'être géniaux. Quand on voit en France l'état actuel du débat politique, on comprend qu'on puisse se dire que ce serait beaucoup mieux qu'on ait affaire à des choses claires dans lesquelles on puisse s'orienter, disons, sans doute, mais qui l'un dans l'autre et dans le temps, c'est quand même à travers, disons, les incertitudes, les méandres et les insuffisances du débat démocratique que quand même les sociétés tracent leur chemin et intègrent les éléments de la réalité qu'elles auraient trop tendance à oublier si elles étaient trop convaincues que la vérité était déjà possible. Je crois que sur les régimes, il ne faut pas non plus être trop, les voir de manière trop uniforme, parce que ce que vous dites probablement est assez vrai pour l'Afghanistan, peut être assez vrai pour l'Arabie Saoudite, c'est pas vrai pour l'Indonésie. C'est pas vrai pour l'Indonésie, et même c'est pas vrai pour la Tunisie. Il y a des femmes, disons, qui participent au pouvoir en Tunisie, et au Maroc, il y a des femmes qui participent au pouvoir. Il y a quelque temps, j'étais au Maroc, et quelqu'un, pour rire un peu, mais en riant à moitié, a dit que on voulait développer des règles sur le fait que, sur la mixité dans les instances du pouvoir. Et on dit, ce sont les hommes qui veulent développer ces règles, parce qu'ils ont peur, si les choses se développent comme elles sont en train de se développer, que ce soit les femmes qui prennent le pouvoir. Donc, vous voyez, c'est compliqué, disons, de ce point de vue-là. Et alors, la question des femmes, je n'ai effectivement pas travaillé sur la question des femmes, qui est encore, ils ont toute une affaire, donc on pourrait consacrer toute une séance, disons, à cette question-là. Il y a tout à fait des problèmes liés à ça, mais qui ne sont pas l'objet d'un traitement uniforme dans les pays musulmans. Bon, par définition, la pensée dogmatique s'accorde difficilement avec le débat démocratique. Alors, c'est vrai que la tentation de la pensée dogmatique est vraiment une tentation humaine fondamentale. On a, même dans nos universités, nous parlions tout à l'heure simplement d'un point qui peut paraître très technique, comme l'enseignement de la gestion, qui en ce moment est en train d'être assez marqué par la pensée dogmatique, et qui du coup, les revues de rang 1, qui sont celles dans lesquelles il faut publier pour faire carrière en gestion, etc., sont assez marquées par une pensée dogmatique. Donc je pense qu'il y a une tentation humaine de pensée dogmatique qui s'oppose, disons, au débat démocratique. Mais que, disons, selon les contextes, selon les époques, selon les courants, etc., il y a eu plutôt un effort fait pour mettre en cause cette pensée dogmatique, c'est ce qu'on trouve, par exemple, chez Aristote, ou au contraire, pour rentrer dans les clous de cette pensée dogmatique et pour essayer, ce qui me semble-t-il, a été plutôt le cas de manière majoritaire dans le monde de l'islam.